Donc ceux qui lisent les livres de Jacques Semelin et qui connaissent ses travaux ne savent pas forcément qu'il est aveugle. Il fallait y avoir lu J'arrive où je suis étranger pour l'apprendre. C'est un expert mondialement reconnu dans l'histoire en particulier des génocides. Et il va vous décrire en fait une partie de son expérience, très peu par rapport à tout ce qu'il pourrait nous dire. Et ça fait longtemps que on devait travailler, intervenir ensemble dans différents lieux et l'occasion se présente enfin. Bon. Donc je vous passe la parole. Je vous remercie. Et cher José-Alain Sahel, vous me faites un grand honneur de me permettre la possibilité de s'exprimer aujourd'hui, ici, à la fin de votre séminaire. Alors j'ai appris une information importante aujourd'hui en vous écoutant. Je suis le produit d'un malentendu génétique. C'est quand même fascinant comme information. Ouais. Voilà. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce mot de Baudelaire, je ne sais pas si vous le connaissez. Heureusement qu'il y a des malentendus entre nous, parce que sinon on ne pourrait jamais se comprendre. Donc vous nous donnez beaucoup d'espoir. Voilà. Et parce que vous me faites beaucoup d'honneur, je ne voulais pas venir les mains libres, bien entendu. Alors je vous ai apporté un cadeau. Voilà. C'est celui du... Ah, ça c'était pas prévu. C'est celui de mon nouveau livre, Je veux croire au soleil. Vous saviez que je le préparais, on en avait parlé. Et qu'il sorte aujourd'hui, c'est un concours de circonstances. Mais c'est un concours heureux, parce qu'il n'y a eu aucune coordination entre vous et mon éditeur. Et pour moi, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce qu'il est totalement symbolique de mon histoire, puisque, comme vous le savez, j'ai appris à l'âge de 16 ans que j'allais perdre la vue, et j'étais promis à ce qu'on appelle la nuit, mais ce n'est pas tout à fait la nuit, mais j'ai fait toute ma vie un combat pour la lumière de la connaissance. Et on est au Collège de France. Donc c'est extrêmement symbolique de ma démarche, et je vous l'offre. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment. C'est bon, ce qui est sur l'écran, c'est bon. Oui. Okay. Parfait, je vous laisse. Alors, comme je viens de le préciser, mon propos va être quand même un peu différent de tout ce qu'on avait entendu, absolument passionnant, mais je vais prendre un autre point de vue, enfin, le point de vue de la non-vue, comme il est dit dans la présentation, c'est-à-dire celui du patient, mais aussi du chercheur. Alors, vous avez signalé que j'ai en effet écrit une autobiographie, J'arrive où je suis étranger, qui est basée en fin de compte sur une métaphore, celle du voyage. C'est-à-dire que je suis parti d'un pays qui est celui des clairvoyants, et progressivement, j'ai été obligé de me rendre vers un pays où je ne voulais absolument pas aller, c'est-à-dire celui non pas de la nuit, mais du brouillard perpétuel, permanent. Et ce nouveau livre, Je veux croire au soleil, c'est la suite, parce que maintenant je suis dans ce pays étranger, qui n'est plus tellement étranger pour moi, j'ai pris mes marques, mes petites habitudes, et j'ai voulu témoigner. Témoigner, c'est-à-dire expliquer aux voyants comment je me suis adapté, comment je vis dans ce monde étrange qui est aujourd'hui le mien, à travers la vie quotidienne, à travers aussi les objets qui m'aident à avoir une vie, entre guillemets, à peu près normale. Et puis j'ai voulu aussi témoigner de la manière dont je perçois la réalité à travers les autres sens. L'audition, le toucher, l'olfaction. Et de ce point de vue-là, je me suis mis dans la peau d'être un élève de Borges. Pourquoi ? Parce que cet écrivain argentin aveugle a dit un jour que, en fait, la cécité n'était pas si tragique. C'était une expérience sensorielle, sensuelle, esthétique, comme une autre. Incroyable. Incroyable. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé, d'autant que quand je me suis retrouvé à Harvard,
La semaine suivante, il y avait eu une superbe conférence de Marguerite Yourcenar, la dernière qu'elle a faite en public, Borges ou le voyant. Alors, ce livre, Je veux croire au soleil, c'est dans cette continuité-là, c'est dans cette filiation-là, avec ce sentiment que, en cherchant les mots les plus justes pour essayer de comprendre ce monde où vous êtes, vous faites aussi un effort littéraire, voire poétique, en recourant à l'imaginaire pour construire le réel. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je voudrais aborder rapidement ce que vous avez dit d'ailleurs sur les symptômes de la rétinopathie pigmentaire, mais de mon point de vue à moi. Ensuite, je voudrais essayer d'expliquer à ma manière comment j'ai pu faire face à ce séisme, comment la connaissance, la quête de connaissance a été un outil fondamental de ma construction personnelle et professionnelle. Et puis je terminerai sur quelques remarques quant à l'aveugle dans notre modernité, avec la question de la technique en particulier. Alors, s'agissant des étapes de la rétinopathie, vous les connaissez par cœur, vous les avez déjà exposées, donc j'irai vite. Sauf qu'il y a d'abord l'annonce du diagnostic. Dans mon cas, ça a été cataclysmique, sidérant, pour l'ado que j'étais. Monsieur, est-ce que vous savez que vous allez devenir aveugle? Boum. Depuis, je me suis souvent demandé si les nouvelles générations d'étudiants en médecine avaient une formation psychologique digne de ce nom pour annoncer aux patients une telle sombre nouvelle. Je n'en suis pas sûr. Comment ça s'est ensuite passé pour moi, toutes ces années de l'adolescence, de la jeunesse? Eh bien, elles ont été celles de l'incommunicabilité. Impossible de parler de ça. Le déni, l'anxiété, bien sûr. Et puis les symptômes qui arrivent très vite. La possibilité d'accommodation à l'obscurité, voir de moins en moins bien la nuit, peur de la nuit donc. Et puis l'attaque du champ visuel, et boum, encore, un poteau, un plot. Ce processus de déni, je crois qu'il est bien connu, c'est un déni de soi-même, mais il y a parfois aussi une certaine complicité de l'entourage, de la famille, comme si on respectait le patient, ce qu'il veut. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il faut passer aux aveux. Mais on a du mal à parler. D'aucuns m'ont reproché de ne pas pouvoir en parler. Mais quand on a un cancer, est-ce qu'on va le crier sur les toits? Donc, c'est cette difficulté de la parole qui doit arriver un jour. Les Grecs nous l'ont dit depuis 25 siècles. C'est la parole qui libère. Or, dans votre cas, dans mon cas, ça devient une nécessité. Alors un jour, vous parlez, parler hésitant, mais ça vient, et en fait, cette parole soulage l'entourage, soulage éventuellement vos collègues de travail et va engendrer le processus d'aide, d'assistance dont vous avez besoin. Mais le processus de destruction de votre rétine, il continue toujours à faire son sale boulot, le salopard. Et ça se dégrade encore plus. L'acuité visuelle, vous l'avez dit, est atteinte. Les petites lettres, on ne peut plus les voir, et puis les grosses lettres, et puis les couleurs disparaissent. Et là, vous entrez dans un autre monde. Vous entrez dans le lieu de votre encellulement.
j'aurais presque dit enfermement. Mais il ne faut pas exagérer. On n'est pas enfermé entre 4 murs, mais on est quand même dans des murs. Ce sont des murs mobiles. Donc, j'ai été en quelque sorte encellulé, encapsulé dans une bulle de gris. Vous qui voyez, bien sûr, vous ne pouvez pas identifier cette bulle. Elle est invisible à vos yeux. Je suis la seule à la voir, en quelque sorte. Mais sachez que, où que j'aille, où que je me tourne, je me sens enveloppé dans cette muraille épaisse et opaque. Alors, il y a un aspect assez magique à une telle situation. Parce que vous pouvez traverser le mur dans lequel vous vous sentez enfermé. Comme Harry Potter, vous sortez votre baguette magique et avec votre arme blanche, vous avancez. Vous traversez la muraille. Bon, mais en même temps, le mur reste là. Et c'est ça qui est tout à fait paradoxal dans votre situation, parce que ce mur, il vous colle toujours aux pieds, il vous colle aux yeux, vous n'en sortez pas. Donc, vous êtes en quelque sorte encellulé, et heureusement qu'il y a la parole, encore elle, car par-dessus le mur, à travers le mur, vous réussissez à communiquer avec vous et vous avec moi. Bon, il y a aussi les lunettes, vestiges de l'ancien temps, dont je n'arrive pas à me défaire, mais des spécialistes m'ont expliqué que ça s'appelait un objet corporel. Alors, je les garde encore. Comment expliquer maintenant le processus à travers lequel j'ai pu tenir bon, en quelque sorte, faire face à cette promesse de malheur? J'y ai beaucoup réfléchi, mais en même temps, ça reste un mystère. Il est vrai que j'ai écrit une autobiographie. J'aime écrire. Et c'est vrai qu'à travers les mots, il est possible sans doute de mieux vous comprendre. Mais on sait bien que l'exercice autobiographique est une manière de se raconter sa vérité, et non pas la vérité. Donc, le chantier, pour moi, reste encore ouvert. Il est certain que quand j'ai appris le destin qui m'était promis, j'ai commencé à errer comme un bouchon sur la mer, ne sachant pas quelle direction donner à ma vie personnelle et professionnelle. En fait, c'est une histoire de combat intime de soi contre soi, ainsi que la littérature, le théâtre, la poésie l'ont 1000 fois raconté. Dans mon cas, c'est d'abord une histoire de corps. Comment vous construire quand une partie de ce corps est en train de décliner? Plus exactement, une fonction essentielle de ce corps se dégrade alors que vous êtes dans la vitalité de votre jeunesse. C'est comme si vous viviez une petite mort, trop tôt. Et puis, c'est une histoire aussi de mental, c'est-à-dire la manière dont votre esprit, votre âme, utilisez le mot que vous voulez, peut vous aider à faire face à cette épreuve. Cette force de l'esprit, eh bien, évidemment, ça se développe, elle a probablement des racines, on n'est peut-être pas égaux dans cette capacité à avoir cette force de l'esprit. En tout cas, j'ai le sentiment que je vous parle aujourd'hui de moi, mais je suis sûr que je vous parle aussi de vous. C'est-à-dire que vous avez vécu ou vivez peut-être d'autres épreuves qui sont différentes des miennes, bien sûr, mais quelque part semblables. Donc, mon histoire est à la fois singulière et commune.
Mon histoire, c'est celle du voyage, je viens de le dire, c'est-à-dire que j'ai fait un long voyage pendant plus d'une vingtaine d'années pour passer d'un pays à un autre. Et dans ce voyage, j'ai connu le danger, j'ai avancé un peu comme un explorateur et j'ai même frôlé la mort un jour par accident. Et puis maintenant, voilà, je suis dans cet autre monde. Il paraît que je garde un look de voyant, vous l'avez dit, mais bon, je suis non-voyant. Ok, alors méfiez-vous, j'ai quelque chose d'un agent double. Et dans ce voyage, le personnage central, à mon avis, vous en avez beaucoup parlé, c'est le temps. Le temps de la recherche, mais aussi le temps du voyage. Il a pris plusieurs visages au cours de ce périple, dans mon cas. D'abord, il y a eu le temps du déni, okay, puis le temps d'une parole naissante, hésitante, puis le temps d'une adaptation timide, puis enfin le temps d'une possible renaissance dans votre vulnérabilité assumée, acceptée. En quelque sorte, j'ai subi comme une métamorphose. La cécité a provoqué en moi une métamorphose. Je reste toujours moi-même, mais je suis aussi un autre. Je suis moi-même comme un autre, pourrait dire Paul Ricoeur. Du point de vue psychologique, s'agissant de cette force intérieure, les psychologues diraient justement que cela tient sans doute à ma prime enfance, à l'amour des miens, et je ne veux sûrement pas les oublier. Ça a été essentiel et certainement cela m'a donné la capacité d'une résilience, comme le dirait Boris Cyrulnik. Mais je ne veux pas oublier non plus la confiance et l'amour de celle qui est devenue mon épouse et pour laquelle j'ai brisé pour la première fois mon secret et qui a accepté de vivre avec un type en train de perdre la vue. Combien de fois m'a-t-elle dit, dans des moments de doute, où j'étais contraint à poser le genou à terre, « tu vas bien y arriver ». Ah, ce « tu vas bien arriver », c'est celui de la confiance, de l'ouverture, de l'avenir. C'est aussi une manière de me redonner confiance en moi pour avancer encore, toujours, pour affronter cet ennemi invisible qui me rongeait de l'intérieur. Mais de ces facteurs très intimes, vous comprendrez que je ne souhaite pas m'y étendre. Alors j'en viens à cette quête de connaissance, puisque nous sommes au Collège de France, n'est-ce pas ? Je dois aussi en parler, dans la mesure où il est indissociable, à mon avis, de séparer ce qui m'est arrivé comme processus de mini-destruction de processus de construction intellectuelle. Comme chercheur et professeur, ayant acquis, sans plan de carrière, une formation pluridisciplinaire en psychologie, en histoire, en sciences politiques. Et j'ai pensé à Pierre Bourdieu, qui a eu une chaire de sociologie dans cette maison, comme vous le savez, qui avait dit un jour qu'il est souvent intéressant de mettre en rapport l'œuvre d'un chercheur en résonance avec son histoire personnelle. Comment le contredire, dans mon cas ? J'ai commencé par étudier la résistance, parce que ma vie est une manière de résister à la dictature des images. J'ai surtout étudié au départ une résistance morale. Dans ma jeunesse, je me suis beaucoup intéressé, et je m'intéresse toujours à ce qu'on appelle la non-violence, qui n'est pas de la passivité, qui n'est pas du pacifisme, mais une attitude morale, donc psychologique, de se tenir droit, de se tenir debout devant l'adversité. J'ai essayé de cultiver les armes de l'esprit, une expression qui a été
utilisé en juin 40, figurez-vous, par le pasteur André Trocmé. Alors, au Chambon-sur-Lignon, une commune qui s'est illustrée ensuite pour le sauvetage des Juifs dans ce pays. Et puis, quand j'ai fait ma thèse, j'ai pris cette conviction initiale comme hypothèse de recherche et j'ai conduit des travaux sur ce que j'ai appelé des formes de résistance civile dans toute l'Europe nazie. Ça a été ma thèse à la Sorbonne avant de partir aux États-Unis et cela a donné un livre, Sans armes face à Hitler. Intéressant de le signaler, j'y pensais hier, la première fois qu'il m'a été donné de m'exprimer au Collège de France, c'était pour présenter cet objet de recherche, mes travaux en ce domaine, à l'invitation de l'anthropologue Françoise Héritier. Et cette communication a été d'ailleurs publiée dans un livre collectif qui s'appelle « De la violence ». Quand ce processus d'encellulement a abouti, même aussi avant, je n'ai eu de cesse de vouloir y échapper. Comment? En écoutant la radio, bien entendu. Je ne peux m'empêcher de penser que mes travaux sur la radio, sur les médias internationaux, dans la possible ouverture de l'Europe de l'Est, sont intimement liés à cet amour que j'ai pour la radio depuis des années et des années. La magie des voix et des musiques me transporte dans un autre monde, me fait sortir de mon encellulement. Et d'une certaine manière, elle me donne la liberté au bout des ondes. Titre d'un autre livre que j'ai écrit sur ce rôle des médias dans l'effondrement de l'Europe communiste, après plusieurs années d'enquête en Europe centrale et au siège des radios internationales. Mais peut-être que le thème qui m'a le plus remis au fond de mon être, c'est celui de la mort. Car je m'en suis rendu compte, voici peu en fait. J'ai réussi à survivre en quelque sorte, entre guillemets, je mets ce mot, en étudiant des destins qui avaient été pires que le mien, bien pires. Ma visite à Auschwitz a été à cet égard un moment fondateur, au moment où j'étais vraiment en train de perdre la vue, que je n'étais pas sûr de terminer ma thèse. Et quand j'étais dans ce lieu maudit, j'ai vu encore les tas de chaussures, les tas de lunettes, les monceaux de cheveux, et je vous passe les détails. Et je me suis dit à moi-même, de quoi te plains-tu? Alors je suis revenu d'Auschwitz, si j'ose dire, avec la ferme volonté d'arriver jusqu'à la fin de ma thèse et un jour de travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah et les autres génocides. C'est un autre livre aussi qui a été un gros travail comparatif qui s'appelle Purifier et détruire. Et puis enfin, je voudrais signaler un thème plus récent qui est celui de l'entraide, qui est apparu dans mon dernier ouvrage, Persécution et entraide dans la France occupée, pour expliquer la survie des Juifs dans ce pays. Or, j'essaie d'y montrer, c'est un gros chapitre de ce livre qui s'appelle « La solidarité des petits gestes », que ces petits gestes dont ont pu bénéficier les Juifs persécutés dans ce pays, donc dans une situation bien plus dramatique que la mienne, eh bien, d'une certaine manière, j'en suis aussi le dépositaire, le bénéficiaire dans la vie quotidienne aujourd'hui. Tout ce travail a pris bien sûr du temps, on retrouve beaucoup encore cette notion de temps. J'ai été aidé, il faut accepter d'être aidé, et des associations l'ont fait, comme le GIA, le Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, et aussi le CNRS, qui, non seulement quand j'ai j'ai été accepté parmi mes chers collègues, m'a aidé, mais aussi à décupler mes énergies pour aller encore plus loin, et en me permettant d'enseigner aussi à l'EHESS d'abord et à Sciences Po aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs faire un hommage appuyé au CNRS qui
à mon avis, a été le principal organisme de recherche français à accepter des chercheurs aveugles de manière assez récente et importante. J'en veux pour preuve un exemple que j'ai découvert en préparant mon intervention aujourd'hui. C'est celui du neurophysiologiste Jacques Lemagnan, directeur de recherche aveugle, qui a dirigé dans cette maison le laboratoire de neurophysiologie sensorielle et comportementale de 1966 à 1984. Je n'en dirai pas autant de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Mais ceci est une autre histoire. Mon dernier point consistera à aborder la question de l'aveugle dans notre modernité, trop schématiquement, bien entendu, trop rapidement. Mais si on pense à cette lettre aux aveugles, sur les aveugles, écrite par Denis Diderot au XVIIIe siècle, qui, je vous rappelle, l'argument consiste à dire que finalement les aveugles sont des êtres comme les autres, ils ont les mêmes capacités intellectuelles, et donc ils peuvent recevoir une éducation. Quel chemin parcouru, malgré tout. Des pionniers comme Valentin Haüy, Louis Braille ont avancé dans cette direction ouverte par le philosophe des Lumières. Mais sur cette évolution des aveugles en France, sur cette histoire des aveugles, il y a ici dans la salle quelqu'un de bien plus compétent que moi, Zina Végan, qui a fait un ouvrage fondamental sur ce sujet. De mon propre point de vue, il y a évidemment beaucoup de mieux. Ce que vous dites, ce que vous avez dit de toutes ces applications techniques, et je ne vais pas y revenir, montre combien notre regard a changé, justement, comment le regard de la société a changé. En même temps, n'oublions pas les blocages, n'oublions pas les peurs irrationnelles, n'oublions pas les stéréotypes que peuvent rencontrer des personnes privées de la vue. J'en ai d'ailleurs un exemple dans mon cas personnel qui a failli m'être fatal, puisque au moment où je terminais la thèse, je ne pouvais plus la relire, figurez-vous. Et mon directeur de thèse, éminent professeur à la Sorbonne, m'a dit « Monsieur Semelin, il faudrait peut-être penser à faire un autre métier que chercheur ou professeur. Je vous tairai son nom. » Heureusement que dans la même période, j'ai reçu un appel d'offres international comme postdoc pour l'université d'Harvard sur un thème qui était proche de mon sujet. J'ai répondu à cet appel d'offres, j'ai eu la chance d'être sélectionné, mais le directeur de ce programme, qui ignorait tout de mes problèmes de vue. Alors, j'ai décidé de lui en parler et de le laisser décider avec son équipe, si oui ou non, il voulait bien de moi. Et la réponse est arrivée une semaine plus tard. On a une seule question à vous poser. De quoi aurez-vous besoin? Ah là là. Je n'oublierai jamais cette réponse pragmatique qui m'a ouvert l'Amérique et la possibilité de mon intégration à Harvard. Et nous avons constaté, cher José Alain Sahel, que nous étions au même moment à Harvard, mais certainement pas dans les mêmes institutions, et vous y êtes resté bien plus longtemps que moi. Alors, la technique, c'est sûr que c'est la clé aujourd'hui de possibilités d'intégration sociale quotidienne pour les personnes non-voyantes et aussi d'intégration professionnelle. Alors, il y a une technologie que vous n'avez pas abordée, alors ça tombe bien puisque j'ai apporté mon propre micro-ordinateur. Alors attention, va faire attention que je ne fasse pas d'erreur. Connecté, toi. Oui, non, mais je suis connecté, mais je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. CTRL W. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Échappe. Microsoft Word. Bon, oui, alors je suis dans Microsoft G, Word. CTRL N, imprimer, édition. Document de Microsoft. Voilà, c'est ça. Donc, Imprimer. contrairement à ce qu'on croit souvent, je ne parle pas à mon ordinateur, mais j'écris.
Bonjour. Oula. Jour. Comment ça? Ah, point d'interrogation. Voilà. Bonjour, comment ça? Oula, non, j'ai oublié le V. Point A. Ça. A. V. A. Espace ACK. Point d'interrogation. Voilà. OK, et puis la cerise sur le gâteau aussi. Gotcha. Hello. How are you? Okay. Oh. Question. C-O-T. Today. S-A. Fine. Thank you. Period. Voilà. Entrée. Bon, je vais m'arrêter là. Mais vous avez compris. Bon, c'est rien du c'est rien du tout, mais vous avez. J'ai plus de micro. Si. Vous avez compris que c'est un instrument fabuleux, non seulement pour écrire, mais aussi pour lire des articles, pour aussi lire des livres qui sont numérisés. Je dois le dire qu'à chaque fois je fais une démonstration sans doute un peu plus réussie avec des collègues, ils sont soulagés. Parce que vous savez, le premier rapport qu'on a avec un aveugle, c'est la peur. Donc, dès que vous faites tomber la peur, que ça fait pshhh, et puis que vous allez pouvoir travailler comme eux avec l'ordinateur, échanger, etc., on a gagné. Alors, ceci rend modeste par rapport à d'autres intellectuels très prestigieux comme Pierre Villet et Jacques Lucéran, tous deux français, Jacques Lucéran pour lequel il va y avoir un colloque à Paris le 28 juin prochain, ou encore, bien sûr, l'Égyptien Taha Hussein ou l'Argentin Roselos Borges, parce qu'eux n'avaient pas d'ordinateur. Donc, vous êtes quand même dans un monde plus facile. Mais n'idéalisons pas la situation, car tout n'est pas possible. Par exemple, l'accès à Internet est compliqué, donc il faut quand même toujours avoir une assistance. Et puis, il y a une évolution très inquiétante vers des objets avec des surfaces lisses qui font disparaître le clavier, comme ce téléphone portable du commerce. Donc, il y a des solutions, une société française, une petite société française, start-up, comme on dirait, a inventé ce système. Vous voyez une coque plastique, enfin de silicone qui s'adapte dessus. Et alors, midi 33, voilà, il faut bientôt que je m'arrête. Et vous voyez, vous allez avoir, est-ce que vous allez entendre? Midi 33, accueil, téléphone, SMS 2 sur 9, email, un non lu. Vous entendez tous? Aide visuelle 4 voilà, donc 5 sur 9. On vous reproduit accueil, grâce à avec 9. ce clavier en silicone, enfin les trous permettent de reconstituer le clavier, à ce moment-là vous pouvez vous en sortir, mais les applications restent limitées. Mais c'est quand même un avantage. Alors, je viens de vous le signaler, l'aide reste nécessaire, c'est-à-dire que la technique, c'est très bien, ça permet d'être réellement performant, et sans mon cher compagnon de vie et de travail qu'est mon ordinateur, je n'aurais jamais écrit mes livres et les articles scientifiques. Ça, je crois, ou alors j'en aurais écrit beaucoup moins. Mais l'aide technique, l'aide humaine reste absolument fondamentale. De bons yeux intelligents, ceux du lecteur, restent indispensables en particulier. Et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs écrit un hommage aux lecteurs, pour leur dire combien il est important qu'ils donnent leur voix, parce que pour qui veut savoir, qui veut apprendre, qui veut être informé, c'est un peu comme donner son sang. Aujourd'hui, le lecteur est moins fondamental, malgré tout, dans la vie d'une personne déficiente visuelle, du fait de ces évolutions technologiques. Alors, être aidé, ce n'est pas simple. Il faut accepter d'être aidé. C'est un basculement psychologique considérable, surtout quand on est un homme, n'est-ce pas? Un vrai. Donc, la cécité vous apprend à être quelque part
peu ou moins macho. Pour une femme, je ne sais trop qu'en dire, mais je crois que cette épreuve est certainement encore plus douloureuse et difficile. Être aidé, c'est aussi ne pas tomber aussi dans le cliché de se présenter comme la victime éternelle. Je suis aveugle, donc tout m'est dû. Voilà. Je sens que certaines personnes approuvent dans la salle. Je voudrais juste vous raconter une anecdote à cet égard, qui est très courte. Un jour, que d'ailleurs, je ne sais pas si j'allais voir le professeur Sahel ou un autre éminent de ses collègues au 15-20, je sors du métro Bastille, je prends cette rue du Faubourg Saint-Antoine très étroite, et puis comme il arrive souvent, un petit geste, une dame qui voudrait bien que je vous accompagne. Ah ben oui, bien sûr. Puis nous marchons tous les deux sur cette rue, sur ce trottoir très étroit, donc. Puis tout d'un coup, j'entends « Oh !» j'ai dit « Ça, c'est une canne qui arrive, c'est un collègue. » Bon. Alors il arrive, et on continue à diviser, et puis à notre hauteur, il donne un coup d'épaule comme ça. Alors moi, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Mais monsieur, vous pourriez faire attention !» Et l'autre de me répondre « Mais vous ne voyez pas mon état ?» Alors, mais les bras m'en tombent. Voilà, c'est ça. Alors, je pourrais encore, bien sûr, continuer là-dessus. La seule et dernière évolution que je voudrais évoquer, c'est le cerveau. On en a beaucoup parlé ce matin. Mais je suis persuadé que, oui, dans mon cas, il s'est beaucoup passé de choses là-haut, là, je veux dire, dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'en 30 ans, je suis passé du visuel au vocal. Et j'ai appris qu'un institut de l'audition était en train de se créer après l'institut de la vision. Excellente idée, parce que il est évident que, vous l'avez dit, le professeur Safran l'a dit aussi, c'est-à-dire qu'il y a une incroyable plasticité des neurones, et que donc travailler sur ces deux aspects de la vision et de l'audition me semble une excellente piste de recherche aujourd'hui. Pour résumer, en fait, je me disais aussi à quoi peut se résumer mon histoire. Eh bien, c'est l'histoire d'une résistance au handicap à partir de son cerveau, ou encore c'est l'histoire d'une résistance au handicap en s'accrochant aux branches de la connaissance pour ne pas couler. Deux remarques pour finir. La première, c'est à ceux qui ont rejoint ce monde étrange dans lequel je suis aujourd'hui ou qui vont le rejoindre, je voudrais simplement leur dire « n'abandonnez jamais ». Mon histoire prouve qu'il n'y a pas de fatalité. Et donc, allez le plus loin possible dans vos études. Faites les formations adaptées nécessaires pour vivre mieux dans votre infortune, pour réussir, qui sait, dans votre vie professionnelle. Ne cherchez jamais à être reconnu en jouant de votre handicap, mais en faisant valoir vos compétences. Et puis, je dois l'admettre, avec le temps, toujours ça revient, ce thème, j'ai changé mon regard sur le handicap. Quel mot horrible, soulignons-le quand même. N'est-on tous pas handicapés quelque part? Bon, mais il faut l'accepter, il faut faire avec. Or, au début, je percevais le handicap comme la suppression de ceci et de cela, tout ce que je n'allais plus pouvoir faire. C'est exact, vous pouvez être encore, toujours, dans cette forme de mélancolie. Mais progressivement, j'ai découvert aussi que le handicap pouvait impliquer des conséquences positives, des effets positifs, comme le développement de la mémoire, comme la concentration intellectuelle, qualité ô combien essentielle dans mon propre métier. Donc, j'ai progressivement pris conscience que ma cécité a été un formidable défi pour me dépasser, et qu'elle a été comme une sorte de tremplin pour mon affirmation intellectuelle. C'est ce que j'essaye de raconter d'ailleurs dans Je veux croire au soleil, c'est-à-dire que c'est un livre d'une certaine sérénité.
une certaine acceptation de ma condition, avec, je dois l'ajouter aussi, un certain sens de l'humour. Rire de soi, rire pour soi. Et tant qu'à faire, essayer de faire rire le lecteur, hein, parce qu'on n'a jamais rien trouvé de mieux que l'humour, voire le sens de la dérision, pour se redonner de la légèreté à être. Il n'en demeure pas moins, cher professeur Sahel, cher José-Alain Sahel, que je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait vivre à mon entourage. Et donc, tout votre travail que vous avez exposé dans cette chaire, tous les résultats, tout ce qui va arriver, j'en suis sûr, comme progrès pour la science, pour les malades, nous ne pouvons que vous en être très reconnaissants, et c'est pourquoi, du fond du cœur, du fond de l'intelligence, je vous dis un immense et chaleureux merci. Voilà.